Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent de vous retrouver comme tous les dimanches sur Sud Radio à 19h. À chaque émission, j'ai le grand plaisir de vous proposer le meilleur de ce que la France fait en termes d'excellence, tous secteurs confondus, et en chair et en os. Et c'est ce que je vais faire à nouveau aujourd'hui pour vous, chers auditeurs. Triple champion du monde de boxe thaï WM et triple champion du monde ISCA, j'ai appris ce que c'était, l'International Sport Kickboxing Association, ce qui est son 6e titre mondial, après 2 fois champion de France, champion d'Europe, etc. J'aurais envie de dire, il est surnommé le cérébral boxeur. Et si vous vous posez la question, vous allez savoir pourquoi ce soir. C'est le champion Cyril Benzaken qui vient nous dire un peu plus et peut-être beaucoup de lui sur Sud Radio ce soir. Elle est directrice commerciale et spécialiste en analyse et en optimisation des revenus des entreprises, c'est précis. Après une très belle carrière en Asie, notamment, elle est revenue en France pour développer un projet familial et pas n'importe lequel. Une nouvelle sorte de centre dentaire qui va enfin démocratiser notre rapport à tous, à notre dentiste, chers auditeurs. Ne ratez pas Shana Ayash à la tête de Sana Horis qui va nous raconter tout ça sur Sud Radio en seconde partie de cette émission. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Cyril Benzaken. Bonsoir Judith. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors on va vous écouter parler, mais juste avant ça, on vous écoute combattre, enfin juste la juste fin d'un match. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Quel combat! Le verdict, s'il vous plaît. 49-48. 49-47. Troisième juge, 49-47. Les trois en faveur. Et toujours champion du monde. Ouais. Cyril Benzaken est toujours champion du monde. Vous êtes toujours champion du monde. Ça vous fait sourire, ça vous fait frissonner aussi, Cyril Benzaken, ou pas? Ça me fait frissonner un petit peu. Ouais, c'était il y a pas si longtemps que ça. En mai, 31 mai dernier, mon 6e championnat du monde. Et c'était très très dur. Donc, il était violent ce combat, ouais. Il était dur ce combat, violent. ouais, exactement. Et donc, je suis presque sûr qu'il y aura un combat retour. Ouais, il va vouloir. Alors juste pour les auditeurs, quand même, on a entendu les toutes dernières secondes du championnat du monde ISCA de kickboxing, donc qui était en mai dernier au Grand Palais éphémère de Paris, avec notre vainqueur, Cyril Benzaken, face au Roumain Florin Lambagiu. Oui, Lambagiu. Il rigole pas du tout, lui. Non, il n'est pas là pour rigoler. Effectivement, c'est un Roumain, il a sûrement la vie dure et donc il a d'autres intentions que celle de faire des beaux gestes, on va dire. Donc non, effectivement, c'est un combat très difficile. Il n'est pas esthétique, c'est ça que vous dites ? Oui, entre autres, mais ça, peu importe. Mais c'était surtout un combattant très dur au sens propre, c'est-à-dire que vous êtes à un point de différence. Voilà, exactement, à un point par chaque juge. C'est vraiment tactiquement que j'ai pu remporter ce combat parce que physiquement, ce soir-là, en tout cas, il était au-dessus de moi. Ouais, d'accord. Donc finalement, la stratégie, ça l'emporte sur la force, quoi. Toujours. Ouais, c'est ça qu'on aime en boxe. Alors justement, je l'explique pour mes éditeurs, il y a une différence notable par exemple entre la boxe anglaise et le kickboxing, boxe thaï en France, c'est que pour votre sport, il n'y a pas de fédé, hein. Ah si. Alors nous, notre sport est encadré bien sûr par une fédération qui s'appelle la FFKMDA, donc c'est la Fédération française de kickboxing et de boxe thaï et de disciplines associées. Mais c'est moins professionnalisé quand même. C'est moins professionnalisé que la boxe anglaise, mais alors il y a des articles qui sont sortis, on va voir s'ils vont être... Donc ça bouge. Non, pour vous annoncer que normalement, Los Angeles 2028, ça sera olympique. Oh! Donc vous allez préparer les Jeux Olympiques. Je serai un peu senior, mais je me dis que c'est encore possible. Vous êtes un peu senior en 2028 j'aurai 38 ans, quelque chose comme ça. Faut arrêter vers 45 ou un peu avant? Ouais, non, franchement, aujourd'hui, avec l'hygiène de vie qu'ont les sportifs, on peut encore performer à ces âges-là. D'accord. Donc le secret, c'est aussi une bonne hygiène de vie, quoi. Une bonne hygiène de vie, exactement. Alors Cyril Benzaken, ce qui est intéressant, c'est que vous organisez vos propres combats, comme celui qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? C'est à Dauphine, je crois. Exactement. En fait, vous savez, moi, je suis issu d'une famille où le sport n'est pas du tout culturel et on m'a poussé vraiment à faire des études et on m'a dit la boxe c'est pas un métier. Si tu veux rester à la maison, étudie. Et donc, je commençais à persévérer dans mon domaine sportif. Et parallèlement, en fait, j'ai étudié le marketing à Dauphine et je me suis rendu compte que l'écosystème dans lequel j'évoluais dans la boxe était encore un peu à développer,
les combats auxquels je participais n'étaient pas à la hauteur des espérances que je pouvais avoir. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de mêler un peu les deux univers et les compétences que j'ai acquises à la fac pour faire moi-même une production. Et c'est devenu votre projet de fin d'études, c'est ça qui est fou. Exactement, c'est ça. C'était un projet de fin d'études assez incroyable. Qui s'appelait le Dauphine Boxing Tour. Voilà, bravo, vous savez tout. Et ben voilà, on a installé un ring dans le grand amphi et on a accueilli, je sais plus, 1000 personnes. C'était un grand bazar. Et c'est votre première ceinture en France mondiale, hein, c'est ça? Deuxième, mais c'était en kickboxing la première. Exactement. Oui, c'était la taille avant, c'est ça? Exactement. D'accord. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit au sujet justement de votre master en gestion marketing à l'université Paris-Dauphine que c'est le boxeur qui est devenu étudiant, pas l'inverse. Avant de découvrir cet univers, j'étais pas très sérieux. C'est la boxe qui vous a construit en fait. Cyril Tout à fait. On parle souvent il y a plein de sports qui font des hommes, des athlètes. Moi, la boxe, elle a fait de moi un homme, on va dire. Et c'est vrai que avant de démarrer la boxe, j'étais plutôt pas très sérieux à l'école. J'étais le genre d'élève qui a toujours passable, quoi, qui passait juste. Et en fait, ça m'a donné un cadre. Ça vous a donné envie d'aller vers l'excellence, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Et finalement, l'excellence, c'est quoi? C'est l'art du détail aussi en boxe, on imagine, autant que dans un master, quoi. C'est-à-dire que c'est parallèle, tout ça, ça se ressemble. Exactement, c'est l'envie de bien faire, c'est la capacité à répéter des mouvements tous les jours, des milliers de fois, des millions et des millions, parce qu'en fait, on veut que ce soit parfait, et comme c'est jamais parfait, on recommence, on continue, et du coup, dans les études, dans ce que je fais à côté, c'est pareil, voilà. Donc le fait de recommencer, ça fait pas peur en fait, hein, c'est ça? Non, ça fait pas peur, c'est une sueur de plus. C'est un peu contraignant aussi. Ouais, c'est ça. Un peu contraignant, ouais. Alors vous m'arrêtez si je me trompe, vous avez fait 67 combats? Alors 70 maintenant. 70. Ouais. Donc les derniers chiffres que j'avais, moi, c'était 53 victoires, 11 défaites, 3 nuls. Ça a bougé depuis? Il y a eu que des victoires. Il y a eu que des victoires. Comment on gère justement la défaite quand on est compétiteur comme vous? C'est assez difficile. Alors, moi, j'ai eu la chance, on va dire, ou l'opportunité d'être quelqu'un qui perd. Et donc, j'ai commencé par ça, c'est ça? J'ai commencé par ça, tout à fait. Et j'ai quand même pas mal de défaites par rapport au niveau que j'ai aujourd'hui. On va dire, mes concurrents ont moins de défaites généralement. Mais si vous voulez, on se construit, c'est-à-dire que moi, je m'entraînais beaucoup, je travaillais sur plein de secteurs et je me suis rendu compte qu'il y avait des combats que je n'arrivais pas à gagner, donc c'est qu'il y avait un paramètre qui n'allait pas. Et chez moi, je me suis rendu compte que finalement, c'était au niveau mental que j'avais pas C'est la force de la volonté aussi? Alors, la volonté de se remettre en question, c'est-à-dire que de se dire, voilà, on a un équilibre entre ma force physique, ma technique, ma tactique et mes émotions, comment je gère mes émotions, comment je gère tout ça. Et moi, ça, je l'avais pas. Et du coup, j'ai fait appel à des psychologues du sport, à des préparateurs mentaux. Plein de choses qui vous ont nettoyé aussi, hein, des valises que vous portiez, c'est ça en fait? Exactement. Ouais. Voilà. On n'est pas en psychanalyse, mais presque sur Sud Radio ce soir. Je sens que vous êtes, vous pourriez me suivre. Oui, je pourrais. Alors, quand est-ce que vous avez décidé de devenir champion finalement? À 14 ans que vous avez commencé ou tout de suite? Exactement, directement. Cyril Benzaken. Qu'est-ce que c'est un excellent combat? Un excellent combat? Alors, c'est un combat où je me dis je serai content de moi parce que malheureusement je pense toujours que je peux mieux faire, mais un excellent combat c'est arriver à faire ce que l'on a envie de faire au moment où on veut le faire. C'est assez juste, ouais. C'est pas mal, ça. Je suis assez d'accord avec ça. Alors, justement, il y a un autre truc qui change chez vous, c'est que vous voyez comme une marque un peu à l'américaine, Cyril Benzaken. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi ce qui fait votre succès, je pense. Et d'ailleurs, vous citez souvent Floyd Mayweather Jr., qui est l'ancien champion du monde de boxe anglaise, qui a fait 50 combats, autant de victoires, et qui vous a inspiré. Donc, finalement, vous êtes allé chercher cette idée-là aussi, hein, du business autour de vous-même, comme une marque. Tout à fait. Avant de produire ce premier événement-là à Paris-Dauphine, j'avais beaucoup étudié un peu ce que faisait ce Floyd Mayweather. Alors en France, on avait à une échelle différente un grand champion qui s'appelle Jean-Marc Mormec, qui lui aussi l'avait fait en fin de carrière. Et je me suis dit voilà, ça c'est des personnes que j'ai envie de recopier parce qu'ils ont bien fait leur Mais boulot. lui comme vous, il y a certaines personnes que ça dérange en fait, justement que vous ayez un petit peu la main sur ça aussi. Pourquoi est-ce que vous pensez que le sport business il dérange comme ça en France? C'est une bonne question. Pourquoi le sport business dérange? En France, déjà, il y a une culture de ces tabous de réussir dans un domaine et ça dérange certains. Alors, quand vous liez différents paramètres, la production d'un événement et la réussite sportive, au lieu de se dire c'est génial,
comme je me suis dit quand j'ai vu Ouais. Mayweather, il est bon sur le ring et en plus il est bon à côté. Là, on va commencer à faire des amalgames, à dire ah bah non, c'est normal qu'il soit bon parce que il paye les arbitres, il paye ceci, il paye cela. Donc je pense que c'est tout simplement vous savez, en France, il y a la culture enfin, dans la culture judéo-chrétienne, il y a quand même le tabou de gagner de l'argent, etc. Ouais. Donc, c'est lié à ça pour vous. je pense que c'est lié à ça fondamentalement, et donc la réussite ne fait pas partie encore de la culture Mais du vous pays. êtes là pour faire exploser les barrières, non? J'aimerais bien, ouais. La nouvelle génération, là. Eh bien, écoutez, c'est excellent ce soir, Cyril Benzaken. Vous Merci êtes bien beaucoup. avec nous, d'ailleurs, chers auditeurs. Le triple champion du monde de ISKA, de kickboxing et de boxe thaï, Cyril Benzaken, rejoint dans vraiment pas très longtemps par la dirigeante qui révolutionne le soin dentaire, Shana Ayash, à la tête de Sana Oris. C'est excellent sur Sud Radio. À tout de suite. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent. Et il nous reste encore 3 bons quarts d'heure pour créer le lien entre la boxe thaï et la vision d'une jeune dirigeante déterminée avec le triple champion du monde de l'International Sport Kickboxing Association, Cyril Benzaken, et Shana Ayash qui est à la tête de Sana Oris, déjà en studio et que vous allez entendre tout bientôt sur Sud Radio. Alors Cyril Benzaken, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que tout d'abord vous avez continué, pardonnez-moi, et réussi vos études, on l'a dit, mais aussi que votre statut de champion, de combattant et votre vision de vous-même comme une marque, on en parlait tout à l'heure, vous a ouvert les portes de différents milieux tels que le cinéma ou la mode. Est-ce que ça c'était une volonté, une velléité de votre part dès le début, ou est-ce que ça arrivait par hasard? Alors, au tout départ, donc moi, j'étais pas sportif, j'étais plutôt rond et je me voyais plus faire rire les gens que les inspirer avec des vous muscles. étiez un petit garçon rond. Voilà, Ça exactement. explique pas mal de choses. Voilà. D'accord, donc le dépassement de soi, ça vient de là. Je pense que... C'était même pas un rêve en fait, cette histoire de mode et tout ça, pardon. Ah Je non, pose non, plein de non, questions, non. là. Ah oui. C'est arrivé en fait parallèlement et j'ai eu la chance d'être inspiré par un premier champion qui était un des seuls à avoir fait ça, Aurélien Duhart, avec qui j'ai commencé la boxe, qui était mannequin. Et donc je pense qu'indirectement ça m'a inspiré, et je pense qu'aussi les études en marketing, tout ça, l'idée d'associer des images aujourd'hui qui est très tendance la boxe, mais à l'époque qui était moins, des images qui peuvent paraître un peu antagonistes. Pourquoi c'est devenu tendance la boxe aujourd'hui? La boxe est tendance. Alors, elle a toujours été cinématographique parce que c'est un reflet de la vie. La vie est un combat et donc ça marche bien. Après, la culture de l'effort, les coups, ça explique, ça véhicule plein de beaux messages. Et je pense que les gens l'ont compris. Et d'ailleurs, moi, il y a un message que j'aime bien faire passer dans la boxe, c'est que sur un ring, certaines personnes trouvent ça violent, mais finalement, le combat, on n'a pas le droit de taper derrière. Tout se passe on a face à nous des responsabilités à porter, donc on peut pas tourner le dos à notre adversaire. Oui, il y a des lois, quoi. Il y a des règles, voilà. Alors que dans la vie, on peut taper plus dans le dos. facilement les transgresser aussi. Exactement. Ouais. Alors, pour ce qui est du cinéma, Cyril Benzaken, vous avez par exemple entraîné pour l'écran Kenji Girac dans le film Champion qui est sorti la semaine dernière dans les salles obscures. Racontez-nous justement, ça c'est intéressant, comment on entraîne quelqu'un qui a jamais combattu. Si je ne m'abuse, il avait jamais fait ça, ou il en avait peut-être fait un petit peu comme ça, mais bon voilà. Il faut qu'il ait l'air d'un pro, même faux. Comment vous faites? Alors, c'est beaucoup de travail, on imagine. Combien de temps ça a duré l'entraînement? C'était pas tant de travail que ça, parce qu'en fait Kenji est une véritable éponge. Il absorbe tout ce que je pouvais lui transmettre, et donc il a été vraiment brillant. Ça a duré 2 semaines intenses, tous les jours. Et en fait l'exercice était difficile parce qu'il devait non pas jouer le rôle d'un boxeur, mais jouer le rôle d'un entraîneur. D'accord. Donc il devait avoir les notions de boxe pour savoir les retransmettre. Okay. Et du coup, ça s'est fait. Voilà, on s'est vu tous les jours. Je lui ai appris un peu comment ça se passe dans la salle de boxe. Vous lui avez appris à vous entraîner en fait. Exactement. Et à la fin, c'est lui qui m'entraînait en fait. Il mettait les pattes d'ours ou pas? Mais oui, exactement. Et donc c'était vraiment génial. Ça va, il tremblait pas trop? Non, ça va. On arrivait à se débrouiller ensemble et franchement, c'était vraiment un très très bon élève, comme plein d'artistes qui excellent en fait. C'est quelqu'un qui a la culture du travail. Et du coup, c'était vraiment un plaisir pour moi d'être intégré aussi bien à l'artiste qu'à une demande de film, quoi. Alors je vous arrête là-dessus, justement. Pour vous, les artistes qui réussissent et qui excellent sont ceux qui ont le sens du travail. Ça, c'est important de le dire aussi. Alors, pour moi, une partie des artistes, je dirais ceux qui marchent dans la durée. D'accord. Parce que je pense qu'on peut, avec du talent, exploser et vite arriver à réussir. Mais si on parle de réussite pérenne, je pense qu'à un moment donné, le talent ne suffit plus et il faut du travail. Bien sûr.
Cyril Benzaken sur Sud Radio, vous dites l'enjeu de la boxe c'est un combat, mais le moment où on évolue sur le ring est comparable à une performance artistique. Pendant quelques dizaines de minutes, les yeux sont rivés sur vous comme si vous étiez un artiste qui se produit sur scène. Le boxeur se fait beau avant de monter sur le ring. Bravo. J'adore l'idée, c'est une autre vision. Alors ce qui a séduit Jean-Paul Gaultier d'ailleurs chez vous, et puis vous avez eu aussi Versace ou les ateliers Les Sages. Le Sage, c'est quoi? C'est votre sens de l'esthétisme aussi qui leur plaît comme ça? Je pense que c'est avant tout quand on se rencontre, parce que c'est vrai que les maisons de couture elles n'aiment pas trop parler avec des boxeurs parce qu'elles arrivent avec des a priori, et quand en fait on échange ensemble, assez vite ils se rendent compte que je suis comme eux. Vous en êtes fait, un gentil garçon. Je suis un gentil garçon, tout comme plein d'autres boxeurs, et j'ai une sensibilité et que je comprends leur art, et du coup ils s'intéressent au mien. Et à partir de là, ils comprennent qu'en fait, effectivement, plein d'amis boxeurs. On a plein de phrases en tête très dures, alors que tous les boxeurs se font beaux avant de monter sur le ring. Ils vont chez le coiffeur, le barbier, tout ce que vous voulez. Ils mettent une belle musique. Il y a vraiment un cérémonial. Donc, en fait, c'est une association qui est plutôt évidente pour moi. Est-ce que vous vous considérez comme un performeur, vous, au même titre qu'un comédien ou qu'un chanteur, par exemple? Alors, je dirais ou un pas... danseur, peut-être. Alors, j'ai eu des longs échanges avec des danseurs. Et c'est vrai que... En fait, on a beaucoup de points communs, le track avant de monter sur scène, etc., qui se rejoignent. Mais la vraie différence, c'est eux qui me l'ont souligné, c'est que nous, on est comme dans tous les sports en compétition avec nous-mêmes d'abord, mais il y a quand même quelqu'un en face à faire passer. Donc, ça reste différent de la performance, et c'est ce qui rend ce sport de combat. Ouais, et il y a un rapport à la douleur aussi, donc comment vous faites avec cette douleur quand vous prenez un coup, justement, comment vous faites pour gérer et pour y aller encore derrière quand même? C'est intéressant, ça, on a envie de savoir un peu. Si vous voulez, le corps humain est bien fait, c'est-à-dire que la douleur est un fait qui peut être, on va dire, négligé pendant quelque temps, parce que le cerveau est tellement concentré sur autre chose, c'est-à-dire le combat, qu'il fait abstraction de cette douleur. Plus elle est inhibée par l'adrénaline, en tout cas moi c'est mon cas, qui fait qu'en fait on peut faire des choses incroyables avec notre corps humain qu'on ne serait pas capable de faire en dehors du combat. D'accord, donc c'est vraiment le mental, toujours. C'est toujours le mental, ouais. Cyril Benzaken, vos rapports au monde artistique, ils ne s'arrêtent pas là, puisque par exemple lors du récent combat au Grand Palais éphémère que vous avez organisé vous-même d'ailleurs, était présente, j'ai remarqué, une immense statue de Mohamed Ali, qui est réalisée par Richard Olinsky, qui est un artiste contemporain qu'on voit un peu partout. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce boxeur-là aussi? Alors, en fait, j'aurais aimé que ce soit moi qui choisisse le boxeur, mais c'est pas tout à fait ça. D'accord. En fait, elle existait déjà là. Alors, c'est incroyable. Là, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, il y a eu une concordance des temps incroyable. Donc, comme vous le savez, Richard, il fait plein de différentes créations. Ouais. Et on s'est eu au téléphone peut-être un mois avant le combat. Et en discutant de ce qu'on pourrait faire ensemble, parce que le Grand Palais éphémère étant un lieu de culture, on s'est dit pourquoi pas amener de l'art, et nous on met du sport, et voilà. Et il me dit attends, c'est incroyable ce que tu me dis, j'ai une statue de Mohamed Ali devant moi qui est pas encore sortie, on va faire l'inauguration chez toi pour le combat. Génial. Et du coup en fait ça a matché totalement. Alors ça aurait été quelqu'un d'autre que Mohamed Ali, on l'aurait fait. Mais là, c'est sûr que symboliquement, parfait, se dire que on a Mohamed Ali dans la salle à travers. Qui vous regarde pendant que vous combattez. Entre guillemets. Et un autre clin d'œil, je sais pas si vous l'avez dans vos fiches, j'espère que je vous coupe pas. Allez-y. C'est surtout Marcel Cerdan, en fait. J'allais le dire aussi, voilà. Bien sûr, c'est important. Auquel on a voulu rendre hommage, oui, parce que c'est le dernier à avoir combattu au Grand Palais éphémère. Voilà. Tout à fait. Et le choix du mois de mai n'était pas au hasard, parce que c'était en mai 42. Qu'il a gagné. Et donc voilà, nous on a fait 80 ans plus tard le retour. C'est quand même des références de boxe anglaise dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, Cyril Benzaken. Alors c'est vrai que mon sport est plus jeune, donc les références sont plus modernes et parlent moins au grand public. Donc forcément, donc le but c'est de toucher les gens aussi. Toucher les gens, démocratiser le sport de combat au travers de références plus connues, quoi. Et vous êtes ami avec Richard Olinsky? Vous travaillez en famille? Non, entre guillemets. Alors on est amis. Alors après on travaille pas ensemble spécialement. Lui il a plein de projets. Quand vous travaillez en général, vous aimez bien quand même vous entourer de gens qui sont des gens que vous connaissez, en qui vous avez confiance aussi, on imagine, etc. quoi. Parfaitement. C'est vrai que
Quand on évolue dans le sport, pour moi, il n'y a pas de rapport professionnel avant tout. C'est d'abord des rapports humains. Donc je me suis habitué en fait à connaître mon environnement, à travailler avec des gens que je connais ou à apprendre de nouvelles personnes, mais à apprendre à les connaître avant de m'associer. Donc c'est aussi une clé du succès d'avoir une vraie équipe solide et de bien s'entourer, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril Benzaken? En tout cas, dans mon master à Dauphine, à l'époque où on faisait les business plans, on nous disait que la chose la plus importante, c'était l'équipe quand on regarde un business plan. Même si on monte tout seul sur le ring, ce qui est important, c'est l'équipe en fait. Mais exactement. Alors Cyril Benzaken, vous l'aurez compris, vous aussi, chers auditeurs, on aime bien les gens déterminés et engagés sur Sud Radio. Et engagés, vous l'êtes, Cyril, notamment avec l'Institut Raphaël autour du cancer ou avec Movember, le mois avec moustache, où on se fait tous pousser la moustache. Enfin, moi, je peux pas, perso, mais dont vous êtes un des parrains. C'est important aussi pour vous de vous engager sur des causes caritatives qui vous tiennent à cœur, comme ça, pour retransmettre. Pourquoi vous faites ça? En fait, je pense que dans la vie, à un moment donné, on nous a tendu la main et ça fait du bien de nous, après, de faire la même chose, quoi. C'est vertueux, quoi. La vie, c'est un cercle. Comment vous choisissez vos combats, alors, du coup? Alors, y a beaucoup de combats qui me choisissent aussi. Vous choisissez dans ce qu'on vous propose. Voilà, exactement. Et après, c'est une histoire de feeling. L'Institut Raphaël, j'ai eu la chance de rencontrer et de devenir ami avec un homme incroyable, Alain Toledano, qui d'ailleurs vient de sortir un bouquin, je sais pas si vous allez-y. Allez-y, faites sur l'art de soigner, en fin de compte. Et si vous voulez, on s'est retrouvé dans sa psychologie du soin. Donc lui, en tant qu'oncologue, il considère qu'on doit traiter un individu et non pas traiter une maladie, et donc prendre en compte tout un tas de paramètres, c'est-à-dire que lui, ses patients et ses patientes, parce que c'est quand même majoritairement des patientes, elles sont accompagnées par un psychologue, art-thérapie, un nutritionniste, quelqu'un qui les maquille tous les jours, enfin tout un tas de soins dérivés qui vont faire que la personne, en fait, elle est en émotion, elle est chargée et donc elle est prête à le combat. Et ça me parle puisqu'il y a quelques minutes, je vous parlais de moi, ce qui m'a manqué le jour de certains combats, c'était la partie émotionnelle. Et je pense vraiment que, et donc pour le coup, c'est-à-dire ce qui vous a pas, c'est pourquoi ça vous a manqué, c'est parce que l'endroit lui-même vous interpellait pas assez, il n'y avait pas l'énergie, il n'y avait pas les sous qui allaient avec, etc. Alors la motivation n'a jamais été financière, mais c'est vrai que il y a des combattants qui ont la niaque, on va dire, et l'envie de boxer parce que ils ont une vie dure et c'est pour s'en sortir. Et moi, en fait, c'est quoi votre motivation, vous? C'était moi, j'aime ce que je fais. Voilà, mais du coup, c'était ce qui était très dur, c'est que dans les modèles, en fait, des gens de qui je voulais m'inspirer plus jeune, ils me ressemblaient pas, donc c'était pas des bons modèles. Et j'ai dû apprendre à me connaître pour comprendre. Vous avez dû devenir votre propre modèle, Cyril Benzaken. Voilà, c'est ça. C'est bien. Je me souviens une fois, en tout cas, j'avais dit à mon père plus jeune, il m'avait dit tu vas jamais gagner d'argent, etc. C'est compliqué. Et alors je vais pas dire que j'en gagne beaucoup, mais je lui avais dit c'est pas grave, peut-être qu'il y en a pas d'avant, mais que je peux être le premier. Et c'est un peu ça. Vous êtes précurseur, vous ouvrez les portes aussi pour ceux qui viennent derrière. Vous en êtes conscient de ça? Oui, je pense qu'en tout cas, ça donne des idées. De votre part, en fait. Ouais, bien sûr. Je fais tout ce que je peux pour démocratiser au maximum, en tout cas, mon sport. Cyril Benzaken, si vous deviez définir en un mot un excellent boxeur. À l'écoute. Ouais. À l'écoute de lui, à l'écoute de son adversaire, à l'écoute de son entourage, de ses entraîneurs. C'est la base, quoi. En fait, il y a beaucoup de boxeurs qui ne pensent qu'à eux, donc ils mettent des coups sans prendre en compte ce qui se passe en face. Et là, pour moi, le plus important, c'est de prendre en compte. C'est de voir l'autre. Parce que exactement, comme dans un couple. Ouais, moi j'adore. Quelle belle émission sur Sud Radio ce soir. C'est excellent d'ailleurs avec notre champion national et international de boxe thaï Cyril Benzaken et l'excellente championne mais des affaires cette fois-ci, Shana Ayash à la tête de Sana Oris. On revient pour la deuxième partie de cette émission sur Sud Radio. Restez avec nous. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h. Et c'est votre émission, celle qui raconte les chemins de ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence, quel que soit leur secteur d'expression. Alors on est ce soir en compagnie du, attention, 6 fois champion du monde de kickboxing et une fois champion de boxe thaï, Cyril Benzaken, et de la dirigeante éclairée Shana Ayash. Alors Shana Ayash, je vous présente un peu pour mes auditeurs de Sud Radio quand même. Bonsoir. Voilà. Merci de m'avoir accueilli. C'est avec plaisir. Alors avant de fonder Sana Oris, votre centre dentaire, votre
pôle dentaire d'un nouveau genre sur lequel on va revenir évidemment juste après. Vous avez débuté votre carrière en banque d'affaires chez Rothschild et compagnie, hein, et vous dites que c'est à ce moment-là que vous avez développé une appétence pour le secteur du médical. Alors le lien entre la banque d'affaires et le médical, moi je vois pas. Vous allez nous en dire un peu plus, Chana Ayache. Comment ça vous a réveillé justement? En fait, dans la banque d'affaires, on voit passer beaucoup de deals. C'est des opérations de fusion-acquisition. Et j'ai vu passer beaucoup de deals sur les maisons de retraite, des cliniques privées. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, le médical, c'est pas uniquement le monopole du milieu privé. Et il y a des choses qui peuvent être améliorées, il y a des choses qui peuvent être abordées d'un point de vue business. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, effectivement, il existe un lien entre le médical et le business. Parce que j'ai vu passer beaucoup de deals dans ce secteur-là, justement, en travaillant dans le pôle M&A chez Rothschild. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui a besoin d'être réinventé aussi, hein, très clairement. Et ça part de cette intention-là, on imagine aussi, chez Chana Ayache. Exactement. En fait, c'est un secteur, le médical, de manière globale, qui aujourd'hui est quand même principalement dominé par le public, par les mutuelles. Et qui du coup effectivement n'est pas forcément optimisé. Il y a clairement un espace qui existe pour venir avec du privé, processiser, amener des nouveaux process, recruter, mieux payer les gens, rendre plus attractif aussi, hein. Et rendre le modèle plus attractif, à la fois pour les gens qui y travaillent, mais aussi finalement du coup pour les patients. Bien sûr, c'est vachement important. Chana Ayache, juste avant de créer ce nouveau concept de centre dentaire Sana Oris, hein, vous avez occupé le poste de directrice commerciale, notamment en Asie, chez Alibaba, à Hong Kong, à Jakarta. On imagine que travailler à l'étranger sur une marque aussi conséquente à internationale, ça vous a aiguisé la vision aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement ? Alors, tout d'abord, en fait, le fait de travailler à l'étranger et d'être expatrié, ça nous pousse à mieux comprendre son marché, mieux comprendre son environnement, et rien n'est acquis quand on habite à l'étranger. C'est-à-dire qu'on arrive, on connaît personne et on doit tout réinventer, et encore plus quand on arrive dans un pays comme l'Indonésie où, globalement, il n'y a rien. Ouais, tout est à construire, le business n'existe pas vraiment. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce qu'on pouvait faire à l'échelle individuelle, de ce qu'on pouvait faire bouger, etc. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est travailler à l'étranger, et encore plus dans un pays en voie de développement. Ça a été quelque chose d'assez révélateur pour moi, encore plus étant donné que je venais de la banque d'affaires, d'un milieu très parisien, etc. Ouais. Ça m'a complètement sorti de ma zone de confort. Ça vous a mis aussi dans une espèce de zone de risque, hein, quelque part. Exactement. Et en fait, c'est exactement ce que je suis allée chercher en partant à Jakarta, c'est de se dire, bon là, je suis dans une zone de confort, peut-être un peu le contraire de Cyril, mais j'ai fait un passage de l'excellence, mais maintenant, je voudrais me mettre un peu plus à risque et un peu plus en danger. Contraire dans le sens où c'était le passage à l'excellence, j'avais suivi le parcours de l'excellence. Et en fait, vous aviez envie que ça soit un peu rocailleux, quoi. Voilà, j'ai cherché un peu à mettre des cailloux dans la chaussure, exactement. Alibaba, c'est une boîte qui est chinoise. C'est un certain état d'esprit, on imagine aussi. Travailler avec des Chinois, c'est assez différent, et c'est aussi une opportunité parce que le fait d'arriver avec une vision européenne, c'est ce qui fait qu'on peut être directrice commerciale à 25 ans, quoi. D'accord. Alors on aime les belles histoires, hein, dans cette excellence sur Sud Radio. Chana Ayache, à votre retour en France, vous créez donc Sana Oris, un concept qui vous vient en aidant votre mère, hein, qui est dentiste, sur des difficultés organisationnelles. De quel constat vous partez pour cette bonne idée, justement? D'où ça vous vient? En fait, pour le dentaire, c'est un milieu dans lequel il y avait un double enjeu, en fait, à la fois pour les patients qui n'avaient pas d'accès aux soins de qualité dans un même endroit. En fait, le dentaire aujourd'hui, quand j'ai monté Sana Oris, il y avait deux options. Le premier, c'est les centres dentaires low cost, où effectivement, on va avoir toutes les spécialités dans un même endroit, mais malheureusement, c'est du low cost. C'est régulé. On a vu ce que ça donne, hein. Les médias en ont beaucoup parlé, justement. C'est souvent des centres qui maltraitent, hein, tout simplement, les gens. Alors, pas tous, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais on peut arriver... justement par définition, parce que c'est du low cost, à ce genre de dérive. Et l'autre choix qu'ils ont, c'est le libéral. Aujourd'hui, le libéral, c'est encore 80% du milieu dentaire. Mais le problème du libéral, c'est que le praticien travaille seul, le praticien ne peut pas se payer le matériel, et que la dentisterie a évolué. Et en fait, c'est de ce constat-là que je suis partie. D'un côté, les patients ont besoin d'un meilleur accès aux soins, et de l'autre, les praticiens ont besoin d'être mieux accompagnés et de travailler en équipe. Pourquoi vous avez appelé ça Sana Oris ?
Alors, Sanaoris, ça veut dire bouche saine en latin. Ah bah, c'est et logique l'idée, quand c'est de même. créer un concept non pas autour des dents, mais autour de la bouche de manière générale, parce que la santé Comme buccale... les histoires du patient pris en totalité dont vous nous parliez tout à l'heure, Cyril Benzaken. Hein, Exactement. Prendre La bouche, l'humain. c'est pas que les dents. Voilà. Alors vas-y, allez-y, je vous ai Voilà, coupé. c'est évidemment les dents, c'est l'esthétique dentaire, mais c'est aussi les gencives, des gencives saines et voilà, une bouche esthétique. Alors c'est un secteur en souffrance aussi, hein, on l'a dit, qui avait besoin d'un concept original et de soins d'excellence aussi pour redorer son image. Donc c'est un peu votre volonté aussi, Chana Ayache. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à partir de 2013-2014, on a vu apparaître pas mal de scandales sur les centres dentaires. Les centres dentaires, c'est des organismes qui sont agrégés par l'État, qui reçoivent des aides et qui, en contrepartie, doivent respecter des tarifs qui sont souvent tirés par le bas et du coup, la qualité est parfois compromise. Nous, on est sortis de cette logique, on a remis le libéral au cœur de notre process et de notre vision, justement pour sortir de cette logique de coûts tirés par le bas et pour redonner la liberté aux praticiens. Business aussi, on peut en parler. Parlons vrai sur Sud Radio. Oui, tout à fait, évidemment. Le secteur dentaire, c'est un secteur évidemment qui est porteur d'un point de vue business. C'est un marché qu'on estime à 10 milliards d'euros, donc oui, tout à fait. Chana Ayache, Sanaoris, c'est pour l'instant un pôle dans le 8e arrondissement sur les Champs-Élysées à Paris, enfin juste à côté, et puis bientôt un deuxième lieu parisien. L'optique, c'est la France complète, et sous combien de temps alors ? Ouais, l'objectif c'est de pas créer des pôles c'est pas de créer des petits pôles, c'est plutôt d'avoir des pôles régionaux dans lesquels on va pouvoir aussi servir les déserts médicaux, être attractif pour les déserts médicaux. Donc c'est plutôt d'avoir une dizaine de gros pôles dans les grandes métropoles. Ça c'est bien ça de se réinstaller dans des endroits où les gens sont en manque justement de ce type de soins. Hein. C'est une volonté de votre part. Exactement. Aussi. En fait, l'idée c'est pas forcément d'aller dans les déserts médicaux, mais c'est de créer des infrastructures et un accès facilité. Donc ça peut passer aussi par la téléconsultation par exemple. Ouais. Et finalement, tiens, Cyril Benzaken, on se rend compte que dans le sport de haut niveau, rien n'est possible sans la vision et sans la confiance en son propre regard, hein, vous le disiez tout à l'heure. C'est un peu comme ça dans la vie en général aussi, non ? Bah effectivement, oui, bien sûr. Moi, ce que je conseille souvent aux étudiants ou à des jeunes, c'est d'avoir une vision pour définir, on va dire, des objectifs lointains, et après on fait dans une chronologie inversée de sous-objectifs et du premier atteignable, quoi. Mais sans vision, on va nulle part. C'est ce que vous faites, Chana Ayache ? Exactement. Ouais. La vision, c'est ce qui nous guide chaque jour. Surtout quand on monte un projet, souvent on est seul, souvent on ne sait pas trop pourquoi on se lève le matin, et puis à un moment donné, on se rattache à cette vision. Et c'est quoi ? C'est l'idée il faut s'incarner aussi, il faut se faire confiance, on imagine, hein, pour croire à un projet naissant comme ça, et puis s'investir, prendre du risque, et encore. Tout à fait, il faut se faire confiance, il faut faire confiance aussi à la vie, il faut faire confiance à son équipe. Vous avez un autre point commun dans votre manière de vous positionner tous les deux, hein, Chana Ayache et Cyril Benzaken, c'est que dans la boxe taille ou dans les affaires, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'esprit qui dirige. Il faut se placer, il faut réfléchir avant d'agir. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril Benzaken ? Bah écoutez, oui, réfléchir avant d'agir. Par exemple, moi quand j'arrive sur une négociation, j'adore me taire en fait pour laisser pas mon opposant, mais en tout cas la personne à qui je deal, votre interlocuteur, parler le premier et parler de lui, qui me donne le maximum d'informations, parce que plus il parle, plus j'en sais sur lui, et moi il sait rien sur moi, on va dire. D'accord, donc la force c'est aussi le silence dans une négociation. La force c'est aussi le silence, parce que si vous observez, bien sûr, dans le sens silence pour quoi faire, pour observer et analyser mon interlocuteur. Vous faites ça en boxe, Cyril Benzaken ? Eh ben oui, moi je suis plutôt un style défensif contreur, donc j'ai tendance à être plutôt dans une réflexion d'analyse au départ. Et vous, Chana Ayache, justement, cette idée d'abord de s'incarner, du coup c'est peut-être parce qu'on s'incarne qu'on arrive à être dans le silence derrière, dans une réunion business. Est-ce que c'est ça que vous faites aussi pour convaincre les gens d'un projet, par exemple, comment vous faites ? Tout à fait, il faut s'incarner, il faut savoir où on va. Moi, je rejoins aussi beaucoup l'idée d'être à l'écoute. C'est de comprendre qu'est-ce que cherche l'interlocuteur, le faire parler. Et puis voilà, en écoutant, de pouvoir convaincre et de trouver les bons arguments par l'écoute de l'autre, justement. Et vous, Chana Ayache, vous avez, donc on l'a dit tout à l'heure, vous avez commencé ce projet parce que votre mère, elle avait des problèmes d'organisation, etc. Elle est dentiste, votre mère, hein, c'est ça ? Exactement. Et c'est elle qui avait envie de proposer un pôle comme ça, où on puisse tout trouver, ou ça vient de vous ? Ça s'est passé comment ? On a envie de savoir. Alors, on rentre dans le secret.
Je viens d'une grande famille d'entrepreneurs, D'accord. donc disons que cette idée était venue, oui, plutôt de ma mère, aussi de mon père qui a toujours aimé bousculer les secteurs qui sont originellement voilà, un peu traditionnels. Et du coup, cette idée a été construite par cette interaction. Initialement, c'était quelque chose, on va dire, d'assez artisanal, c'est-à-dire qu'il y avait quelques dentistes qui étaient réunis dans un endroit. Il y avait zéro notion de service et il n'y avait pas non plus de notion de croissance, C'est tout ça que vous avez apporté, en fait. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, voilà, ce que j'avais vu dans les autres secteurs du médical, on peut transformer ça, on peut bousculer. Et ce qu'il y a comme base, c'est génial. Il faut savoir prendre les opportunités, il faut savoir les identifier. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là et comment est-ce qu'on duplique, comment est-ce qu'on processise. Vous vous reconnaissez dans ce qu'elle dit, prendre les opportunités, etc. Cyril Benzaken, dans ce qu'elle dit, Chana Ayash? Oui, je me reconnais totalement, mais je suis surtout très admiratif et à la fois j'ai envie de savoir comment en fait quand on revient d'Asie et qu'on a démarré une belle carrière, on se dit pas je vais avoir des super jobs à l'arrivée en France, je vais envie de prendre le risque d'entreprendre. C'est une super question. Chana Ayash. C'est une très bonne question. C'est encore une fois, pour moi, c'est l'opportunité. Je pense que j'ai toujours été drivée par ce désir d'entreprendre, de pas rester dans une zone de confort, de pas prendre les portes qui me sont ouvertes, même si effectivement, d'une certaine manière, ça a été aussi une porte qu'on m'a entrouverte, mais de bousculer le chemin et de, comme on l'a dit avant, de pouvoir voilà, créer quelque chose de sinueux dans un parcours qui est tout droit. Je pense que j'ai fui l'idée de l'autoroute de la vie. Et puis c'est un risque. Et puis le risque, il peut payer et ne pas payer. Ce qui est marrant, c'est que vous êtes parti très loin de vos parents, on peut le dire. Vous êtes allé à l'autre bout du monde pour vous faire votre vie. Et puis quand vous revenez, effectivement, au lieu de prendre une grosse opportunité de job et tout, vous mettez... Bon, alors, il y a l'esprit entrepreneur, mais vous recommencez à travailler avec votre famille. Donc, il y a quand même un retour, on va dire, au bercail. Comment vous avez géré ça, justement? C'était une vraie volonté de votre part, une envie aussi, ça? Non, c'était pas une envie initialement. Encore une fois, moi, je le vois vraiment comme une opportunité. Une opportunité business avec... une famille qui sont des excellents associés également, un secteur qui m'intéresse et qui est porteur. Et effectivement, il y a eu ce retour au bercail qui a pas été forcément facile, mais à partir du moment où on analyse les choses de manière rationnelle, tout était logique en fait. Tout était logique et... Eh bien, merci à tous les deux. On va continuer. Merci, chers auditeurs. Restez là. Surtout, merci de nous écouter. C'est excellent sur Sud Radio tous les dimanches soirs. Alors là, on est avec le 6 fois champion du monde de boxe thaï et de kickboxing, Cyril Benzaken, et la dirigeante à la bonne idée, Chana Ayash, à la tête de Sanoris. On revient tout de suite. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente... Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio et c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses esprits poliformes. Ce soir, pour encore un petit quart d'heure, je suis en compagnie du boxeur cérébral, 6 fois champion de boxe thaï, et puis une fois aussi, 6 fois champion de kickboxing et une fois de boxe thaï, je vais y arriver, Cyril Benzaken, et de la fondatrice visionnaire du pôle dentaire Sanoris, Chana Ayash. Alors on va parler un peu de vous, Chana Ayash. Comment est-ce que vous avez choisi votre spécialisation? C'était de l'appétence, de la passion? C'était juste trouver le truc qui allait faire que vous alliez pouvoir faire votre business? Ça aurait pu être n'importe quel sujet? Ou la spécialisation médicale, c'est bien ça? Ouais. Votre choix là de tout de suite. En fait, moi j'ai rencontré quelqu'un un jour qui m'a dit ne fais pas ce que t'aimes, mais aime ce que tu fais. Et je me le suis un peu appliqué. Moi, avant de travailler dans le médical, j'ai travaillé dans le e-commerce. Je vendais des produits de mode. Donc, c'était quelque chose de complètement différent. Et finalement, on dirait business is business. Voilà, exactement. En fait, je pense que moi, ce qui m'anime, c'est pas forcément le secteur, c'est la croissance, c'est le business, c'est de créer quelque chose. Et en fait, une fois qu'on a trouvé une spécialisation, il faut l'aimer. Et je pense que le médical, c'est aussi un milieu qui est passionnant. Alors, je le disais, vous êtes une spécialiste de l'analyse et de la projection, en fait, justement, pour optimiser les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça, justement, pour les auditeurs qui comprennent ce que c'est votre métier?
Alors, je ne sais pas si je suis une spécialiste de l'optimisation. Quand on a été CFO à Alibaba, ou dans ce coin-là, c'est pas mal, directeur commercial. Disons que le but, c'est d'essayer de processer, de créer des moyens réplicables, donner des cadres aux équipes pour générer de la croissance. La croissance et la vente, c'est pas du hasard, c'est des process. Être à l'écoute, ça peut être des process. Moi, j'ai fait des formations pour apprendre à être à l'écoute des gens. Et globalement, c'est aider les équipes à faire ça pour mettre une entreprise dans l'ordre de marche de la croissance. Et une entreprise qui marche, c'est l'humain, en fait. Une entreprise qui marche, évidemment, c'est d'abord l'humain. Évidemment, il faut que les équipes soient motivées, soient compétentes. Mais c'est aussi, pour que l'humain marche, c'est des process. Et pour ça, c'est des cadres qu'on pose aux gens. Vous, Cyril Benzaken, c'est ce que vous apprenez à vos étudiants à Dauphine? Parce que donc vous avez un master, on l'a dit, en marketing et en gestion, c'est ça. Et vous avez des sessions à Dauphine où vous allez parler aux étudiants. Est-ce que c'est le genre de choses que vous leur expliquez justement? Alors avec un peu moins de talent, mais oui, effectivement, moi, je leur apprends un peu à passer d'une idée à un chiffre d'affaires, comment gérer un projet, et c'est sûr que voilà, le fait d'arriver à s'entourer d'une équipe et de repérer où sont les talents sont une bonne chose. Pour moi, il y a des gens qui ont des intelligences émotionnelles très fortes, qui seront de très très bons entrepreneurs et chefs d'entreprise, et des associés qui seront excellents parce qu'ils sont très plus pragmatiques et très compétents dans un domaine en particulier, par exemple la finance, mais qui seront pas du tout les porte-parole de la boîte, parce que c'est pas leur domaine. C'est pour ça que vous parliez d'écoute, donc il s'agit aussi de savoir voir la personne et la mettre à l'endroit où elle va être au bon endroit pour justement pouvoir développer ses capacités, quoi. Exactement, ça, c'est comme dans une équipe de foot ou une équipe de sport collectif, vous savez, un bon recrutement c'est top, mais un mauvais recrutement, ça peut être très 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 compliqué en entreprise. Et c'est par exemple des thématiques que je développe en conférence. C'est vrai que un mauvais recrutement, ça arrive souvent, souvent dans beaucoup de boîtes, et ça crée vite des problèmes, parce qu'on se sépare pas comme ça d'un employé, et donc si on a mal analysé, mal perçu les qualités et les axes d'amélioration d'une individualité, ça peut porter préjudice à l'ensemble du groupe. Alors c'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Tiens, on va commencer par vous, Cyril. S'il y a un point qui vous fait garder quelqu'un et un point qui vous fait ne pas garder quelqu'un, lequel serait dans les deux cas? Par exemple, sur une personnalité, une manière de se tenir, etc. Vous êtes recruteur, vous avez quelqu'un qui arrive, vous allez le garder parce qu'il y a une chose qui dit que vous allez le garder. Qu'est-ce que c'est, par exemple? C'est quoi la qualité principale? Je dirais que quelqu'un qui est dans l'action, qui n'a pas peur d'agir, plutôt que quelqu'un, par exemple, si je vois que c'est quelqu'un de très réservé, qui n'ose pas trop agir, je préfère quelqu'un qui fait mal mais qui fait, plutôt que quelqu'un qui... D'accord, donc vous préférez quelqu'un qui fait trop en force mais mal que quelqu'un qui va être trop minutieux dans le silence, par exemple, si je devais décrire les choses comme ça. Ouais. Exactement. D'accord. Et vous alors, Shana Ayash? Moi, je vais d'abord penser à ce qui me fait pas garder quelqu'un, c'est rompre la confiance. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être intransigeant, et c'est parfois très difficile parce que parfois c'est les meilleurs performeurs qui rompent la confiance, mais je pense qu'il faut être intransigeant sur ça. Et après, ce qui fait garder quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui aime travailler, même s'il est incompétent, s'il aime travailler, ça donne envie de l'accompagner, et puis le travail finira par payer. D'accord, donc c'est vraiment aussi une histoire d'incarnation, encore une fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors justement, vous, qu'est-ce que vous avez fait comme chemin d'études, Shana Ayash, pour arriver là? Alors moi, j'ai fait une classe préparatoire. Malheureusement, je me rappelle plus en quelle année. C'est pas très grave. Ensuite, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESCP, et j'ai été diplômée en 2014. D'accord. Et c'était important de faire une prépa et des hautes études justement aussi pour vous prouver à vous-même que c'était par là que le chemin classique était peut-être le seul, ou c'était parce que vous aviez pas tellement le choix, on peut se le dire. Non, j'avais le choix. Je pense que quand on a la possibilité de faire un parcours qui est un parcours intéressant, il faut le faire, il faut pas se restreindre. Moi, j'ai adoré la classe préparatoire, c'est une super opportunité. Donc, est-ce que tout est possible en France, selon vous, Shana Ayash?
tout est possible. On donne la possibilité à tout le monde de faire des études d'excellence. Moi, j'ai rencontré à l'ESCP des gens qui venaient de milieux très défavorisés. En revanche, je pense qu'il y a malheureusement un accès à l'information qui est très inégalitaire. Et le problème, c'est justement que dans certains milieux, les gens ne savent pas ce qui existe en tant que filière d'excellence. D'accord. Et j'ai d'ailleurs, à l'occasion de ça, travaillé avec un ami qui a une association qui a pour but d'informer les milieux défavorisés sur les classes préparatoires. D'accord. Et vous, Cyril Benzaken, déjà à Dauphine, mais on imagine aussi que dans le milieu de la boxe, vous êtes face à des gens qui, comme on le disait tout à l'heure pour le Roumain en question, sont pas forcément issus de milieux favorisés. Est-ce que vous pensez que le chemin de la boxe pour eux, par exemple, c'est un chemin qui pourrait les emmener un peu comme vous vers un chemin d'excellence en termes d'études, etc. Est-ce que c'est une bonne solution pour les gens qui ont envie de se sortir un peu des difficultés, justement? Alors le sport comme évélateur social marche très bien. Après, la difficulté que peuvent rencontrer des sportifs, c'est la capacité en fait à traduire et à retraduire les compétences acquises dans leur domaine, c'est-à-dire le terrain de sport, le sport, dans un domaine professionnel ou dans la vie. Et donc, il faudrait qu'il y ait des personnes qui facilitent cela, ou alors avoir l'opportunité tout au long de sa carrière sportive d'avoir des fréquentations autres que celle de son milieu sportif pour comprendre qu'en fait, en discutant avec un médecin, avec quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un de créatif, on a des systèmes de valeurs identiques. Parce qu'ils vont pas forcément chercher ça de même en fait. Vous savez... Est-ce que c'est possible en France, selon vous? Alors oui, c'est possible. Mais moi, par exemple, dans mon cas, comme il y a un proverbe d'Einstein qui disait je remercie ceux qui m'ont dit non, grâce à eux, je l'ai fait moi-même. Et moi, j'ai eu la passion d'un sport de niche où si je faisais juste mon sport, j'allais pas m'en sortir aussi bien qu'avec un master à Dauphine. Donc l'objectif, c'était d'être meilleur que ça. Donc de par cette faiblesse, j'ai dû travailler ailleurs. Mais quand vous êtes dans un milieu comme le foot où il y a énormément d'argent, vous savez, on n'a pas forcément l'appel de se dire tiens, on n'a pas la même appétence, bien sûr, forcément. C'est plus confortable, quoi. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vu que votre milieu, il n'était pas forcément confortable, il a fallu que vous réinventiez une manière de le rendre plus attractif aussi. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est possible un peu partout dans le monde, mais est-ce que vous avez rencontré plus de difficultés ici, justement en France, qu'ailleurs? Comme on disait tout à l'heure, c'est pas toujours forcément simple. En fait, en France, il y a quand même pas mal de facilités pour créer son entreprise, pour la développer. On va dire, je suis une taille moyenne, donc ça va. Donc on est pas mal finalement. Bien sûr, on est plutôt bien. Après, c'est dans le mindset, c'est au début, vous voudrez pour impulser une idée et y aller. Il y a quand même en France, d'une manière générale, une manière de penser qui est, quand vous avez des possibilités de bosser en entreprise, fais attention, qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas? On a plus tendance à se dire, qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas, plutôt que se dire... qu'est-ce qu'on fait si ça marche? Qu'est-ce qu'on fait si ça marche? Et même, qu'est-ce qu'on fait de nouveau si ça marche pas? Dans ce sens-là, on n'est pas obligé de... Oui, parce que l'échec n'est pas forcément bien considéré ici, alors que c'est une des raisons, et c'est très important de connaître l'échec sur un chemin, Cyril Benzaken, pour pouvoir connaître la réussite. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais exactement, Judith, le fait de connaître l'échec, en fait, ça vous fait en apprendre plus sur vous-même, et quand on a comme vous le disiez, Chana, des cailloux dans sa chaussure, et ça nous apprend à marcher autrement, et c'est toujours mieux d'avoir deux manières de marcher qu'une seule. Ouais, c'est pour ça que vous êtes partie aussi, Chana Ayache, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est d'aller chercher et réinventer des nouveaux moyens d'avancer et de travailler avec des personnes qui sont aussi différentes. On apprend beaucoup des autres. Donc on est bien d'accord tous les deux que l'excellence, ça va aussi évidemment avec la volonté de faire, la passion, l'incarnation, enfin c'est des maîtres mots tout ça, la transmission. Vous avez un mot à rajouter, Cyril Benzaken? C'est vrai que je pense que l'excellence, c'est avant tout le partage, parce que c'est connaître un environnement, et donc il faut apprendre à l'apprécier, apprendre à ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, dans un monde dans lequel on vit, où c'est vrai que pour les plus jeunes, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, des portables qui nous sollicitent, et donc on est un peu surexposé à plein de choses. L'excellence, c'est aussi de savoir couper et de savoir rester maître de son temps. Vous avez un truc à rajouter, Chana Ayache? Non, je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais l'excellence, c'est aussi l'ambition et la vision. C'est de le vouloir et c'est de se créer un chemin pour y arriver.
Et puis on en arrive à la dernière question de cette émission. Du coup, on va commencer par vous, Chana. Tiens, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Pourquoi vous étiez inquiète, petite? Ouais, je suis très inquiète. Très vous l'êtes encore? De moins en moins. D'accord. De moins en moins. Mais faut pas être inquiète quand on s'incarne, en fait, finalement. Et en même temps, c'est un moteur aussi. Ouais, c'est un moteur. Je pense que l'inquiétude, ça va aussi avec la remise en question. Voilà. Et c'est la remise en question qui fait avancer, mais il faut pas trop de remise en question non plus, sinon on en perd la vision. Donc vous avez été inquiète pendant longtemps, et quand est-ce que vous avez arrêté d'être inquiète, Shana Ayash? Quand j'ai rencontré les bonnes personnes. D'accord, ok. Donc c'est ça la clé aussi. Ouais, c'est la clé, c'est de bien s'entourer. Je pense d'être que bien c'est entouré, aussi, quoi, on a envie de dire aussi. Hein. Les gens qui sont autour de nous, qui nous donnent confiance en nous et qui nous aident à suivre le chemin qu'on se trace soi-même. C'est joli, c'est joliment dit. Cyril Benzaken, qu'est-ce que vous diriez à ce petit garçon, vous, aujourd'hui? Je lui dirais de croire en ses rêves et de s'autoriser à rêver, parce que... Vous autorisiez pas à rêver, petit? Si, mais je me redirais la même chose quand même. On me disait que j'étais rêveur. C'est pareil, quoi. En fait, quand j'étais plus jeune, on me disait d'arrêter d'être dans la lune, de rêver. Et finalement, je pense que c'est bien de ne pas forcément écouter les gens qui nous veulent du bien. Non, parce que en fait, les gens qui nous veulent du bien par rapport à leur prise, mais qu'est-ce que eux-mêmes auraient voulu faire. Mais personne n'est à notre place. Donc il n'y a que nous qui savons ce qu'on veut, ce que nous voulons faire. Il y a un film là-dessus, Harry, un ami qui vous veut du bien. Non, c'est voilà. Ouais, non, mais oui. Donc apprendre à s'écouter et s'autoriser à rêver pour réaliser ses rêves. Écoutez, sur ces bons mots, je vous remercie à tous les deux de votre passage par les studios de Sud Radio. Vous êtes les bienvenus. Hein. Revenez quand vous voulez. Merci, à demain. À demain. À demain, Cyril. Merci à tous de votre fidélité à cet excellent, votre émission du dimanche soir sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 19h pour écouter de nouveaux excellents destins. Le prochain combat, Cyril Benzaken, c'est quand? Alors, on va avoir un combat fin d'année. Pour on va dire se préparer au prochain championnat du monde, parce qu'il y a eu un appel de la part de l'adversaire pour un rematch. Donc il y a des chances que... Keep posted, chers auditeurs, il va y avoir un rematch assez impressionnant, à mon avis. Au Grand Palais, toujours, je pense. L'excellent centre dentaire de Shana Ayash Sanaori, c'est au 53 avenue Franklin Delano Roosevelt dans le 8e, et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Doctolib, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Merci Bastien Malric, mon réalisateur du jour. Sud Radio, ses équipes évidemment, puis Sophie Hans Jacob qui fait un travail magnifique. Vous pouvez retrouver toutes vos émissions, c'est excellent, sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux. À dimanche prochain, je vous embrasse les copains, c'était excellent. Bye. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Avec Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com. VALERTY.com.